Merci beaucoup. Donc je vais, au sein de cet exposé, aborder très rapidement la mortalité, puisque ça fera l'objet d'un exposé suivant par Gérard. Micro. Donc voilà les aspects que je vais aborder dans ma présentation sur l'épidémiologie. On va parler de la définition, ce qui reste un problème sans arrêt ressassé. Pas de définition parfaite de l'hémorragie du postpartum. Nous parlerons donc de la mortalité et de la morbidité maternelle associée à cette complication, des causes et puis des facteurs de risque. Les classiques d'épidémiologie. Alors, une petite précision de sémantique. C'est vrai que vous avez beaucoup dit hémorragie de la délivrance. C'est un terme qui tend à être abandonné au profit de celui de l'hémorragie du postpartum. D'abord parce que dans un souci de facilité de traduction en anglais, le terme hémorragie du postpartum trouve sa traduction directe en anglais et ça évite des ambiguïtés. Et puis finalement, le terme hémorragie de la délivrance avait une certaine ambiguïté sur est-ce qu'on voulait inclure seulement des hémorragies qui étaient en lien avec le processus de délivrance, ce qui excluait de fait ou pas des plaies, par exemple, des problèmes lésionnels. Ou bien est-ce qu'on voulait dire des hémorragies qui survenaient pendant la période de la délivrance, qui excluait ce qui survenait un peu à distance. Donc finalement, c'est un terme qui, même s'il était très couramment utilisé par les praticiens, était assez ambigu. Et donc on préfère le terme de postpartum, donc une définition qui est strictement temporelle. Donc au sein des hémorragies obstétricales, si on distingue les périodes en prépartum, perpartum et postpartum, alors postpartum reste un petit peu caricatural parce qu'évidemment, beaucoup d'hémorragies qu'on diagnostique dans le postpartum ont trouvé leur origine dans le perpartum. Et donc moi je trouve qu'on devrait dire per-postpartum. Et en fait c'est souvent ce qui est entendu quand on dit postpartum, on inclut le perpartum. Et à ce moment-là, ça regroupe environ, dans les études épidémiologiques, 90 à 95% des hémorragies obstétricales. Donc c'est vraiment le gros des complications hémorragiques. On considère, et ça fera l'objet des présentations qui seront faites ici, que les hémorragies qui surviennent dans un contexte aigu, qu'on appelle donc les hémorragies du postpartum primaires, débutent dans les 24 heures qui suivent l'accouchement. Au-delà, il s'agit des hémorragies secondaires, jusqu'à 6 semaines dans le postpartum, et il s'agit d'autres étiologies, d'autres tableaux cliniques, qui ne relèvent pas ni de la même démarche diagnostique ni thérapeutique. Donc on parle bien ici des hémorragies primaires du postpartum. Alors, comment définir cette hémorragie du postpartum? Eh bien, des définitions multiples ont été proposées. La plus classique et la plus couramment utilisée, une définition clinique qui repose sur le volume de perte sanguine, avec un seuil qui classiquement était de 500 ml après un accouchement par voie basse et de 1000 ml dans l'accouchement par césarienne, ce qui a longtemps été la définition utilisée, mais qui pose la question de, bien sûr, on peut définir et donner cette définition, mais maintenant, comment on la détermine? Quelle est la méthode pour déterminer ce volume? Et de nombreuses études ont montré que l'estimation clinique, la simple estimation par le praticien, l'obstétricien ou la sage-femme en charge de la patiente, sous-estime la perte sanguine, notamment pour des volumes qui dépassent la physiologie, et une sous-estimation qui est de plus en plus grande à mesure que la perte sanguine augmente. Donc ont été introduites des méthodes objectives de mesure de la perte sanguine, comme l'utilisation de sacs collecteurs mis en place dès l'accouchement, qui s'y permettent d'objectiver et d'avoir une mesure plus précise de la perte sanguine, pose d'autres problèmes, puisque ce mélange par exemple du liquide amniotique, qui lui peut avoir tendance donc à surestimer la perte sanguine, donc ce n'est pas non plus une méthode qui est totalement optimale. Pour pallier ces difficultés, des définitions qui font moins intervenir le jugement humain ont été proposées, des définitions biologiques, comme définir une perte sanguine anormale par un delta d'hématocrite ou d'hémoglobine autour de l'accouchement donc pathologique, et donc les seuils de 10% de delta d'hématocrite et de 2 grammes par décilitre d'hémoglobine ont été proposés. Le delta d'hématocrite, par exemple, a été adopté par le Collège américain de gynéco-obstétrique comme la définition de l'hémorragie. Mais bien sûr, on voit bien que si ces critères sont plus objectifs et peuvent être utilisés a posteriori, notamment dans des travaux de recherche, ils ne peuvent pas servir en clinique au moment même où l'hémorragie survient, notamment parce que ces marqueurs ne sont que secondairement altérés, et donc ces définitions ne remplacent pas une définition clinique en termes de caractère opérationnel pour guider la prise en charge.
Ont été aussi proposées des définitions qui reposent sur des éléments de prise en charge, notamment pour les hémorragies sévères, et on définit par exemple comme une hémorragie sévère du postpartum, une hémorragie qui a nécessité le recours à la transfusion ou à une embolisation ou à une chirurgie. Là encore, c'est une définition qui est utile a posteriori pour faire de la surveillance ou des travaux de recherche, et qui pose en plus la question du moment en termes de continuum de sévérité où ces interventions ont lieu. Et on sait très bien qu'il y a une hétérogénéité à la fois entre structures de prise en charge, mais aussi entre praticiens, entre le moment où on va décider de tel ou tel élément de prise en charge, en fonction des habitudes cliniques et des ressources locales. Donc c'est également une définition qui est critiquable. Donc finalement, c'est la définition clinique, même si elle a des imperfections et des incertitudes de mesure, qui reste la plus opérationnelle. Et c'est ce qui a été retenu donc, dans les dernières recommandations pour la pratique clinique du Collège des obstétriciens qui ont été révisées donc, en 2014, où est définie l'hémorragie du postpartum comme des pertes sanguines supérieures ou égales à 500 ml dans les 24 heures suivant l'accouchement. Et une nouveauté a été introduite, suivant en ce sens une dynamique internationale, puisque l'OMS et le Royal College au Royaume-Uni a adopté la même démarche. Cette définition est valable quelle que soit la voie d'accouchement, donc pour la voie basse comme pour la césarienne, puisque cette différence qui a longtemps été classique, finalement, tendait à sous-estimer la part de saignement inhérente au geste même de césarienne, et on ne voyait pas très bien pourquoi une perte sanguine de 1000 millilitres aurait des conséquences en termes de dysfonction d'organes ou de morbidité pour la femme similaires à 500 millilitres après un accouchement par voie basse. Donc il y avait une incohérence physiopathologique à cette définition. Bien sûr, cette définition est une définition qui sert à faire de la surveillance et à faire que tout le monde mesure la même chose, mais il ne doit pas être considéré comme absolu en termes d'intervention clinique, comme seuil d'intervention clinique. Et ce seuil d'intervention clinique doit tenir compte aussi du débit de saignement, c'est-à-dire que même si la femme n'a pas saigné 500 ml et que le débit est très important, il peut être nécessaire d'intervenir avant, et les recommandations ont souhaité faire ce rappel. Et à l'inverse, et notamment dans le contexte de la césarienne, du fait même de ce saignement inhérent au geste, si la patiente saigne 600 ml, le clinicien peut considérer qu'il ne s'agit pas d'un contexte qui nécessite une prise en charge au-delà de l'hémostase classique faite dans la césarienne. L'hémorragie sévère a été définie par des pertes sanguines de 1000 ml ou plus, et de la même façon, quelle que soit la voie d'accouchement. Alors, que nous dit la littérature internationale sur l'incidence de l'hémorragie du postpartum? Donc, figurent ici les études épidémiologiques en population, c'est-à-dire qui ne sont pas issues d'un centre ou de quelques centres, mais qui couvrent vraiment une base géographique donnée, donc ici essentiellement des études nationales, pour avoir une incidence qui reflète la diversité des pratiques et des prises en charge. Alors, vous le voyez ici, sur différentes études, ne figurent ici que les pays à forte ressource comme la France, on voit qu'il y a une certaine diversité d'incidence, puisqu'elle va, la dernière ligne ne concerne que les hémorragies sévères, en gros de 2,9% à 6%, reflétant ici bien sûr la diversité des définitions dont j'ai parlé juste avant, mais finalement une fourchette qui reste assez raisonnable en termes de diversité. En France, on a une étude en population qui était l'étude Pythagore, donc conduite dans 6 régions françaises entre 2004 et 2006, qui, vous le voyez, avait comme définition d'hémorragie du postpartum la définition à la fois clinique et biologique, et qui a retrouvé une incidence de l'hémorragie de 6,4% et d'1,6% pour l'hémorragie sévère, définie par des éléments de prise en charge ou un delta d'hémoglobine d'au moins 4 grammes, qui est l'équivalent de 1000 millilitres. Et de façon très intéressante, et c'est ce qu'on retrouve quand on manie cette littérature, et c'est ce qu'a montré cette méta-analyse de Caroli, finalement, on a l'impression quand on lit la littérature que c'est très hétérogène, ces incidences, mais quand on regarde la méthode de mesure, on voit que cette définition de plus de 500 ml retrouve des incidences autour de 5-6%, et lui il a calculé une moyenne de ces différentes études à 6%. Mais quand on associe à cette définition une mesure objective des pertes sanguines, comme l'utilisation du SAC, on se retrouve à 10%. Et c'est ce qu'on voit par exemple dans les essais randomisés qui testent des interventions de prévention de l'hémorragie du postpartum où on utilise un SAC, on est vraiment à 10%. Et de la même façon pour les hémorragies sévères, quand on prend la définition de 1000 ml, on est autour de 2%, 3% si on y associe une mesure objective des pertes sanguines.
C'est le sens de la synthèse qui a été associé au chapitre épidémiologie des dernières recommandations du collège que je viens de mentionner et qui avance donc ces incidences autour de 5% pour l'hémorragie, pour une mesure tout venant ou à partir de bases de données de routine, c'est ce qu'on trouve par exemple dans le PMSI en France. Si on utilise des mesures précises ou qu'on fait des études ad hoc, on est vraiment autour de 10% des accouchements. 2% pour les hémorragies sévères à 1000 millilitres. Et pour une définition qui utiliserait un critère de prise en charge comme la transfusion, très classique dans la littérature, 0,5% des accouchements sont concernés. Alors un autre élément épidémiologique qui est apparu depuis quelques années dans la littérature est une augmentation rapportée de l'incidence de l'hémorragie dans plusieurs pays. Et se pose la question de la réalité de cette augmentation ou d'un artefact de mesure. Alors ça c'est un petit peu mon opinion personnelle, mais je pense vraiment que comme toujours, quand on commence à s'intéresser à une question, on la mesure mieux, on la rapporte mieux dans les bases de données de routine et notamment par exemple dans les bases de données équivalentes au PMSI ou dans les birth registers des pays qui en ont, des registres de naissance, et donc on voit cette incidence augmenter. Alors certes, c'est sûrement un des facteurs, donc on voit ici ces incidences qui augmentent aux États-Unis, au Canada, en Australie, vous le voyez sur des bases nationales. Ici entre le début des années 90 et le milieu des années 2000. Et cette augmentation d'incidence porte quasi exclusivement sur l'augmentation de l'hémorragie postpartum par atonie utérine, on verra, qui est la cause principale de l'hémorragie postpartum. Et de façon intéressante, qui contrebalance un petit peu ce que je viens de dire, les Canadiens ont plus exploré dans une publication récente cette augmentation en essayant de voir si elle pouvait être expliquée par l'augmentation parallèle de certaines caractéristiques des femmes, et ça semble être le cas des caractéristiques personnelles des femmes, leur âge, leur comorbidité, mais en revanche, il y a des arguments pour penser que les caractéristiques obstétricales, que ce soit en termes de caractéristiques des femmes ou de caractéristiques de prise en charge de l'accouchement, sont impliquées dans cette augmentation, et en particulier la présence d'un utérus cicatriciel et la stimulation du travail par l'ocytocine, quand elles étaient prises en charge dans leurs analyses, dans leur modèle de régression, faisaient complètement disparaître cette augmentation au cours du temps, signifiant par là que c'est bien leur augmentation, l'augmentation de la prévalence des femmes avec utérus cicatriciel et l'augmentation des femmes dont le travail est stimulé, qui expliquerait, au sens causal, mais ça va peut-être un petit peu loin, cette augmentation temporelle, en tout cas au Canada. Alors, quelles sont les conséquences pour les femmes et pourquoi finalement porter autant d'intérêt à l'hémorragie du postpartum? Vous le savez, la France se caractérise, et je ne ferai qu'effleurer ce sujet qui, encore une fois, va être abordé plus en détail par Gérard Lévy, se caractérise par un profil de mortalité maternelle qui, s'il est en amélioration de ce point de vue, reste spécifique au sein des pays, en particulier européens, des pays riches, puisque l'hémorragie obstétricale et en particulier du postpartum constitue la première cause de mortalité maternelle. Alors on a pour le dernier triennum étudié 2010-2012 la bonne nouvelle de voir cette mortalité maternelle par hémorragie diminuer de façon significative, et c'est une très bonne nouvelle pour en particulier les cliniciens d'obstétrique, qui c'est le résultat de leur mobilisation autour de ce thème, hein, sans conteste, mais ça reste trop, comme nous le montrent les comparaisons avec nos voisins. Donc, en France, 11% des morts maternelles sont dues à une hémorragie du postpartum, soit à peu près 10 morts par an. On le verra, elles sont essentiellement dues à des hémorragies par atonie utérine, qui sont celles qui normalement sont les plus accessibles à une prise en charge et à notamment tout l'algorithme de prise en charge tel que les recommandations déclinent. Et ces morts maternelles par hémorragie sont considérées par le Comité national d'experts dans la totalité des cas comme évitables ou peut-être évitables, ayant reçu des soins non optimaux, donc signifiant par là qu'il y a encore une marge d'amélioration. On le voit aussi par comparaison avec nos voisins, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, qui, comme nous, sont dotés d'un système renforcé d'études de la mort maternelle, des enquêtes confidentielles, où cette mortalité est 2 à 4 fois inférieure en termes de fréquence, en particulier en ce qui concerne les hémorragies dues à des athénies utérines, qui ne sont plus présentes dans la mortalité maternelle, par exemple au Royaume-Uni. Ils en ont 0 ou 1 par an, mais c'est extrêmement rare, ce qui montre que c'est possible. On peut éliminer la mortalité maternelle par hémorragie, par atonie utérine. Il y a bien sûr certaines causes qui resteront probablement mortelles, mais celles-ci devraient faire l'objet encore de toute l'attention des cliniciens. Alors, ça c'est la mortalité, et donc finalement c'est très peu de cas, mais ils sont très démonstratifs parce qu'ils sont le bout du continuum de morbidité, et donc ils montrent comment l'accumulation
de dysfonctionnement au sens large a pu aboutir à des décès. Mais bien sûr, en amont, beaucoup de femmes sont atteintes par des complications maternelles sévères ou ces hémorragies sans en mourir, comme en témoignent ces différents marqueurs. 2% des hémorragies du postpartum sont admises en réanimation en France, et cette pathologie constitue la première indication d'hospitalisation maternelle en réanimation, un tiers de ces cas. Les hémorragies du postpartum sont transfusées, ce qui les expose en soi à la morbidité associée à la transfusion en termes de risque infectieux ou immunitaire. Et 10% des hémorragies du postpartum sont transfusées en France. Et ces femmes peuvent également avoir une hystérectomie d'hémostase au terme des moyens thérapeutiques, des recours qui ont pu avoir lieu. Et ceci concerne 1% des femmes qui ont une hémorragie du postpartum, soit un accouchement sur 2000 en France. Autre type de complications qui n'est pas directement obstétricale, les complications thromboemboliques veineuses qui semblent plus fréquentes après une hémorragie et notamment une hémorragie sévère, sans qu'on sache vraiment s'il s'agit vraiment du contexte hémorragique. Et il y a des arguments physiologiques en termes d'activation de la coagulation qui iraient dans ce sens, ou d'ailleurs de façon non exclusive, les conséquences des traitements qui sont donnés à ces femmes, dont certains sont pro-coagulants, comme le fibrinogène ou la citranixamide, qui pourraient contribuer aussi à l'augmentation de ce risque. En tout cas, on considère qu'avoir une hémorragie du postpartum est un facteur de risque thromboembolique veineux et doit être pris en compte comme tel dans la prise en charge de ces femmes qui doivent recevoir une thromboprophylaxie une fois, bien sûr, que le saignement a été contrôlé. Alors à plus long terme, ces femmes sont également plus à risque de complications psychologiques, et c'est un domaine qui est de plus en plus investigué, notamment de stress post-traumatique. Alors par exemple, cette étude parue là en 2007 montre chez ces femmes 13% de dépression du postpartum, 3% de stress post-traumatique et un pourcentage non négligeable, 6% de femmes qui vont moins bien que l'année précédente. Alors pour l'instant, l'écueil de toutes ces études, c'est qu'elles n'ont pas vraiment de groupe de référence, donc on ne sait pas très bien quel pourrait être le pourcentage chez n'importe quel accouché, mais en tout cas, il y a des études plus qualitatives, donc ici ça a été une approche quantitative, qui montrent des histoires et des parcours très intéressants chez ces femmes qui vraiment présentent des tableaux de stress post-traumatique typiques dans leur dire, et avec un discours autour du saignement et du fait d'avoir frôlé la mort qui est très typique de cette pathologie quand on écoute les femmes. À plus long terme également, et pour un accouchement suivant, et c'est très important de le dire aux femmes, ces femmes ont un risque de récidive. Le risque est multiplié par 3 d'avoir une hémorragie lors d'un accouchement ultérieur quand on a déjà eu une hémorragie du postpartum. Et ce risque est croissant avec le nombre d'épisodes hémorragiques. Et donc il est important que ces femmes aient conscience de ceci pour qu'elles puissent le rapporter à l'équipe qui la prendra en charge pour un accouchement ultérieur, et que le lieu d'accouchement soit tout à fait adapté à ce surrisque identifié. Quelles sont les causes d'hémorragie du postpartum? Donc voici en gros ce que rapporte la synthèse de la littérature, avec des fourchettes qui, vous le voyez, sont parfois un petit peu larges. Donc là, la cause principale est toujours la tonie utérine, mais avec une part qui varie entre 50 et 80%, là aussi selon la définition adoptée pour l'hémorragie du postpartum et les sources de données, mais c'est l'étiologie très clairement dominante. Vient ensuite la rétention placentaire, et puis les plaies et les traumatismes, qui sont souvent une cause qui est moins bien identifiée, comme le montre leur contribution plus importante parmi les hémorragies sévères, probablement, comme évoqué par certains, par soit un saignement qui est d'emblée important, soit un diagnostic qui est plus tardif, et donc une prise en charge qui fait que l'hémorragie évolue plus souvent vers la sévérité. D'autres causes sont nettement plus minoritaires, mais constituent des facteurs de risque d'hémorragie sévère très clairement. Les anomalies d'insertion placentaire, et en particulier le placenta accreta et ses déclinaisons, la rupture utérine et l'hématome rétroplacentaire. Et puis, dans toutes les séries qui s'en donnent les moyens, c'est-à-dire qui permettent cette catégorie, jusqu'à 20% des hémorragies ont une cause non identifiée. Ce qui souligne probablement, là aussi, la nécessité d'améliorer les démarches diagnostiques. Je n'irai pas plus loin sur ce sujet. Quels sont les facteurs de risque d'hémorragie du postpartum? Donc, je vais bientôt terminer.
Certains sont constamment ou très habituellement rapportés. L'antécédent d'hémorragie du postpartum, comme je viens de vous le dire. Des facteurs de risque d'atonie utérine, soit par surdistension utérine comme la grossesse multiple ou la macrosomie fétale. Donc figurent dans cette colonne les odds ratios rapportés dans la littérature, la fourchette, qui sont les équivalents des risques relatifs. Donc c'est le facteur multiplicatif par lequel est multiplié le risque d'hémorragie du postpartum en leur présence. Également le déclenchement du travail et le travail prolongé, là aussi probablement par une sollicitation plus importante du muscle utérin. Est également très constamment retrouvé l'existence d'une complication hypertensive ou d'une prééclampsie. Et c'est ici plus probablement par la physiopathologie faisant intervenir des mécanismes de coagulation. Et puis des contextes d'accouchement, l'épisiotomie, la voie basse instrumentale et le contexte de césarienne, qu'elle soit avant travail ou au cours de travail, par un saignement ici d'origine chirurgicale. Des facteurs de risque sont inconstants. La prémiparité dans les pays développés, et en France c'est un facteur de risque qui est constamment retrouvé. L'âge maternel avancé, que l'on ne retrouve pas dans le contexte français, qui apparaît souvent dans des travaux anglo-saxons, mais qui bien sûr est un facteur de risque d'hystérectomie au sein des femmes qui ont une hémorragie du postpartum. Donc finalement, il existe des facteurs de risque classiques, mais ce qui est plus intéressant, me semble-t-il, c'est les facteurs de risque qui sont modifiables et qui concernent la prise en charge obstétricale d'amont. On l'a vu, les conditions d'accouchement, donc l'épisiotomie, l'extraction instrumentale et la césarienne. Et il y a une réflexion en France qui a été menée autour de ces pratiques depuis longtemps, qui aboutit à une réduction, par exemple, importante des taux d'épisiotomie, donc ce qui est une très bonne chose, et une pratique de la césarienne qui, vous le savez, est en France très modérée dans le contexte international. Donc je pense qu'il faut souligner ce grand succès des obstétriciens français. Un autre facteur qui est apparu récemment dans la littérature internationale est l'administration d'ocytocine pendant le travail, je l'ai évoqué, donc de la stimulation du travail. Et je voulais juste mentionner ce travail qui a été conduit dans le contexte français, qui a montré donc à partir des résultats de l'étude Pythagore que j'ai mentionné tout à l'heure que l'ocytocine administrée pendant le travail était associée à un risque augmenté, toute chose égale par ailleurs, d'hémorragie sévère, donc avec un risque relatif d'1,8, qui augmentait au fur et à mesure que la dose administrée augmentait, et ce qui a contribué, ce travail, à une réflexion autour de cette administration d'ocytocine pendant le travail et l'émission récente de recommandations pour la pratique clinique en ce sens. Mais finalement, vous le voyez, il y a des facteurs de risque qui sont très nombreux, mais ils sont globalement très peu prédictifs, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois pour certains une très faible valeur prédictive positive, parce qu'ils sont très prévalents, par exemple comme la prémiparité, ou une valeur prédictive négative très mauvaise, comme un facteur de risque rare, comme la grossesse multiple. Donc finalement, ça justifie complètement que la stratégie de prévention s'adresse à toutes les femmes et qu'on doive considérer toute femme accouchée comme potentiellement à risque d'hémorragie du postpartum. Voilà, et je vais m'arrêter ici parce que je pense que je dépasse déjà mon temps. Voilà. Merci beaucoup de nous remettre en mémoire toutes ces données. Je pense que vous avez des questions à poser pour avoir plus d'informations. Juste une toute petite précision que je crois existe dans vos données, c'est la répartition géographique. En fonction, vous allez peut-être en parler après, en fonction. Non. La répartition géographique en fonction de la taille des maternités. Et vous pouvez peut-être préciser pour ici, les gens qui n'ont pas l'habitude, peut-être aussi, j'aime pas beaucoup le mot niveau, mais c'est important de le dire quand même, parce que c'est pas toujours la même ambiance, parce que ça pose quand même une question sur laquelle moi j'ai pas d'opinion, qui est une vraie question qui existe dans d'autres pays, c'est ces fameuses maisons médicales. Ma question va être d'emblée, est-ce que sur vos données épidémiologiques, vous pouvez répondre à la question, peut-on accoucher en dehors d'un milieu obstétrical? Je crois qu'ici, tout le monde, les gens qui parlent ici le savent, mais je pense que c'est important dans cette académie de donner ces notions-là pour commencer, parce que c'est un vrai sujet. C'est un champ très important. Alors, en ce qui concerne, est-ce qu'on peut accoucher dans un milieu non médical? Clairement, on n'a pas de données françaises pour l'instant pour répondre à ça. Quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, dans des pays comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni, où ils ont effectivement un système de soins qui est radicalement différent, hein, donc encore une fois, c'est difficile de transposer, mais soit des femmes qui accouchent à la maison, soit des femmes qui accouchent dans des maisons de naissance dirigées par des sages-femmes. Vous connaissez ces résultats, je pense que vous connaissez ces résultats comme moi. En ce qui concerne la santé maternelle,
il n'y a pas d'argument venant de ces pays pour penser qu'il y a un risque accru. Ce n'est pas la même chose pour le bébé, mais il n'y a pas actuellement d'argument pour dire ça. Donc c'est tout ce qu'on peut dire, mais encore une fois, c'est un système de soins qui est radicalement différent. Donc le tri initial est extrêmement strict sur qui peut accoucher à la maison ou accoucher dans des maisons dirigées par des sages-femmes. L'organisation des soins dès qu'une complication survient est extrêmement rodée. Donc c'est au prix de tout ça que peut-être ce résultat est obtenu. Donc je n'irai pas plus loin. En France, ce qu'on a voulu regarder, nous, c'est effectivement s'il y avait un risque différentiel d'hémorragie sévère, et puis on a travaillé aussi sur la mortalité maternelle pour hémorragie, ça c'est pas encore publié, en fonction du type de maternité. On a travaillé sur la taille, sur le type 1, 2, 3, bien que ce soit une classification qui, vous le savez, est basée sur des ressources pour le nouveau-né et pas pour la mère, et puis sur le statut public-privé, parce qu'il y a des modes d'organisation des soins très différents. Et ce qu'on a trouvé, donc là je suis passée, c'est que le risque d'aggravation de l'hémorragie, donc de passage de l'hémorragie simple à l'hémorragie sévère, était plus important dans les hôpitaux non universitaires, et que par ailleurs la mortalité maternelle par hémorragie était plus importante dans les maternités qui n'avaient pas d'anesthésie 24 heures sur 24, dans les maternités de moins de 1500, ce qui correspond à la même chose en termes de régulation, et de façon indépendante dans les maternités privées à but lucratif. Donc ce sont des données que nous sommes en train de publier, qu'il faut analyser avec beaucoup de mesures, qui ne vont pas stigmatiser un type d'établissement à un autre, mais qui montrent quand même, et c'est ça qu'il faut retenir, je pense que certains modèles d'organisation des soins sont plus à risque. Oui, comment se fait-il qu'actuellement encore, ça rejoint ce que vous disiez pour les Pays-Bas, comment se fait-il qu'en France on insiste à nouveau sur le retour de l'accouchement à domicile? Il y a une très forte demande des femmes et des couples de ce point de vue d'avoir un accouchement, ce qu'ils appellent physiologique. Alors dans la mesure où ça s'est beaucoup polarisé au travers de certaines associations sur une opposition par rapport à l'accouchement intra-hospitalier, certaines femmes et certaines associations se sont emparées de ce sujet. Enfin, c'est vraiment un point de vue personnel, je suis sûre qu'il serait limitant aussi des choses à dire, de ce sujet pour magnifier l'accouchement à la maison. Je pense que si les services hospitaliers sont à même d'avoir une offre de soins diversifiée et en particulier de permettre à ces couples de trouver, et c'est déjà le cas dans beaucoup d'établissements, et vous pourrez en témoigner, de trouver une ambiance qui soit moins médicalisée que ce qui a été l'accouchement classique jusqu'à maintenant, ce n'est pas forcément une demande qui va perdurer. C'est mon sentiment personnel. Je vais répondre à la question géographique de Richard. Sous deux formes. D'abord, il y a eu un article tout récent du mois dernier, publié dans Lancet, sur les hémorragies de délivrance, un essai multicentrique et qui couvre 20 000 femmes qui ont une hémorragie de délivrance. Et le taux ce que vous avez dit, 5% globalement, et c'est vraiment tous les pays du monde, y compris les pays d'Afrique et les pays d'Asie. La seconde chose, c'est que là, je prends ma casquette de la Fédération internationale de gynécologie obstétrique. L'hémorragie de délivrance, c'est un fléau mondial, absolument mondial. C'est la première cause de mortalité des femmes enceintes. Et il y a à peu près toutes les 2 minutes une femme qui meurt parce qu'elle est enceinte, et majoritairement à cause d'hémorragie de délivrance. Or, la première cause, c'est l'accouchement à domicile. Mais ce sont des pays, bien sûr, très différents. Mais à domicile, parce que c'est loin de l'hôpital, avec les 3 retards qui ont été identifiés par l'OMS, retard à la prise de conscience de l'accident, retard au transport vers le centre obstétrical d'urgence et retard à la prise en charge. Mais c'est un fléau absolument mondial à cause de l'accouchement à domicile. Je 10 morts par an, c'est beaucoup. Oui, alors... Est-ce qu'on a un objectif en chiffres, voilà. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme bon objectif? En fait, comme je vous le disais, on voit qu'au Royaume-Uni, les morts en tout cas par atonie utérine, on peut ne plus en avoir quasiment. Et surtout, ce qu'on voudrait, c'est de ne plus avoir de morts dites évitables. C'est-à-dire, s'il nous reste des morts qui sont jugées par le comité d'experts inévitables, on est arrivé un petit peu au bout de ce qui pouvait être fait par le système de soins. Je pense que c'est ça l'objectif. De ne plus avoir de morts dites évitables. Un dernier mot pour dire qu'effectivement, ce que vous avez dit est extrêmement important parce que non seulement ce sont des définitions épidémiologiques, mais ce qui compte, c'est à partir de quel moment les équipes prennent conscience. Et donc, le retard, là encore, et donc les mots évitables. Vous avez parfaitement raison d'insister là-dessus.
On a souvent dit que les obstétriciens noircissaient le tableau en disant qu'un accouchement est normal quand on est 2 heures après et qu'il n'y a pas eu de problème. Mais je pense que ça reste vrai, car parmi les hémorragies de la délivrance, tu l'as dit, mais c'est important peut-être de le souligner, il n'y a que 30% des hémorragies de la délivrance qui ont une aura ou quelque chose qui fait qu'elles peuvent être prédites. Toutes les autres surviennent de manière inopinée. Donc dire à une femme « venez, je vais vous accoucher à la maison », c'est lui mentir. Alors, donc, merci beaucoup encore, merci.